Welcome to Listen to French, the video channel which helps you learn to listen to French and understand what you hear. Last week I ventured into the disgraceful world of bad language, so this week we're going to be rather academic and look at some very good language. In fact, the beginnings of our two languages, English and French, and I warn you, this one will be hard going. Let's start with English. The people who visit my sites and email me are all English speakers. There are many Americans, many English. A lot of university students use the sites, as well as diplomats from Brussels or scientists working in Geneva, but also many whose first language is not English. Some are Indian, there are some Iranians even, but they are all English speakers. I'm labouring this point because learning French for an English speaker is quite odd. English is French, or it is half French at any rate. We know from our history books that in 1066 the Norman Lord William came over from what we now call France, put an arrow into the eye of the English King Harold and conquered England, which is more than anybody else has ever managed to do. The result of that was that the language of the English court, the law, the church, the aristocracy became French. The peasants continued to speak Anglo-Saxon, the language that came from what is now Germany. So the peasants raised the animal that they called a sheep, and when the aristocrats ate it, they called it mutton, mouton. The two languages started to come together in England round about the 4th century, which is when a wonderful writer and the inventor of English humour lived, Geoffrey Chaucer, who wrote a story about pilgrims on their way to Canterbury, and who passed the time telling stories, the Canterbury Tales. He played with the two languages, making aristocratic characters speak the Anglo-Saxon of the peasants and the common characters speak the French of the court. 14th century English, what we call Middle English, is far removed from modern English. But it is recognisably English, and I hope the subtitling technique will allow you to get the flavour of what this very early English sounded like. Listen to this very short clip. When that April, with his showeries sorter, the drought of March hath persed to the roter, and bathed every vine in switch liqueur, of which vertue engendred is the flour. When Zephyrus, eke with his sweeter breath, inspired hath in every holt and heath the tender croppes, and the younger sonne hath in the ram his halve course runne. And smaller fooles maken melodie, that slepen al de nicht with open eie. So prikketh hem natuur in hier courages. Then longen volk to gaan on pilgrimages, and palmers for to seken stranger stundes to ferne halwes, couth in sundry Londes. And specially from every sheeries ender of England to Canterbury thy wender, the holy blissful martyr for to seke, that him hath holpen one that thy was seke. And then, at the end of the 16th century, there was this visitor from outer space. He looked like a quiet little man with glasses. He appeared out of nowhere in London, joined a theatre troupe, and wrote plays which were at once deeply poetic and very popular. No human being could ever have written them. He did that for a few years, then packed his bags and went back to Alpha Centauri. Well, actually he went back to Stratford-on-Avon because he was, of course, Shakespeare. But I'm not going to give you a clip from a Shakespeare play because, in fact, Shakespeare's genius grew out of the genius of the English language of the period. It was what gave us the English Bible that we call the authorized version. It is what permitted Queen Elizabeth I to deliver the sort of speech that would make any Hollywood scriptwriter green with envy, like this one. My loving people, I have always so conducted myself that under God, my strength and safety lies in the loyal hearts and goodwill of my subjects. So I come amongst you at this time, not for my recreation, but being resolved in the midst and heat of battle to live
or die amongst you all, to lay down for my God and for my kingdom and my people, my honor and my blood, even in the dust. I know. I have the body of a weak and feeble woman. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England, too. And I think foul scorn that Spain or any prince of Europe should dare to invade the borders of my realm. To which, rather than face that dishonor, I will myself take up arms beside you. I will be your general and your rewarder for your virtues in the field. We know that you already deserve rewards and crowns, and we do assure you, in the word of a prince, they shall be paid to you. And take heed, too, of my lieutenant general, for no prince ever commanded a more worthy or noble subject as he. By your obedience to him, by your valor in battle, we shall yet win a famous victory over these enemies of God, on my kingdom, and on my people! Of course, France had her great literary innovators who influenced the development of the language, and the main purpose of this video is to give you a taste of the work of two such writers. This isn't a listening exercise. That would be very difficult. But again, I hope the subtitling will allow you to follow this early French. French, of course, descends directly from Latin. It isn't the product of two very different languages, as English is. It has been standardized in terms of grammar, and the Académie Française is the body that is supposed to supervise the language, although whether they take much notice of that in the banlieue of Paris is doubtful. So let's have an extract from the great innovator of the French language, François Rabelais. I met him when I was at school. We had an old-fashioned library, all wood and leather, and I found, locked away in a cabinet, a thick book called Gargantua and Pantagruel. It was the translation into English. I loved it, probably because it had rude words in it. Rabelais was born about 100 years after Chaucer, and we find the same errant sense of humour, the same fantastic flights of fancy, much more fantastic than in Chaucer, in fact, because Gargantua and Pantagruel is about two giants, father and son. Here is a clip which I have edited from a very famous part of this work, which has given rise to an expression in French, un mouton de Panurge. Panurge is the character in this story, and the moutons are the sheep who follow the leader blindly straight over the cliff, or in this case, into the water. It's hard going, but the subtitles will help you. Panurge dit secrètement à Épistémon et à frère Jean, « Retirez-vous ici un peu à l'écart et joyeusement passez temps à ce que verrez. Oh, il y aura bien beau jeu si la corde ne rompt. » Puis il s'adressa au marchand et de rechef but à lui plein à nappe de bon vin lanternois. Le marchand le plégia gaillard en toute courtoisie et honnêteté. Cela fait, Panurge, dévotement, le pria lui vouloir de grâce vendre un de ses moutons. Le marchand lui répondit, « Hélas, hélas, mon ami, notre voisin, comme vous savez bien truffer les pauvres gens, vraiment vous êtes un gentil chaland. Oh, le vaillant acheteur de moutons, vrai bis, vous portez le minois non mis d'un acheteur de moutons, mais bien d'un coupeur de bourse. Dieu colombe faillon qui serait bon porter bourse pleine auprès de vous. Ah, qu'il vous connaîtrait, vous feriez bien des vôtres. Mais voyez, ô bonnes gens, comment il toille de l'historiographe. Eh, quand, dit le marchand, vous aurais-je, notre ami mon voisin, dignement louer les membres internes,
les épaules, les éclanches, les gigots, le haut-côté, la poitrine, le foie, la ratelle, les tripes, la gogue, la vessie dont on joue à la balle, les côtelettes dont on fait en pygmion les beaux petits axes pour tirer des noyaux de cerises contre les légrues. Bien, dit le patron de la nef au marchand, c'est trop ici barguigné. Vends-lui si tu veux, et si tu ne veux, ne l'amuse plus. Je le veux, répondit le marchand, pour l'amour de vous. Mais il en paiera 3 livres tournois de la pièce en choisissant. C'est beaucoup, dit Panurge. En nos pays, j'en aurais bien 5 voire 6 pour telle somme de deniers. Avisez que ce soit trop. Vous n'êtes le premier de ma connaissance qui, trop tôt voulant riche devenir et parvenir, est à l'envers, tombé en pauvreté, voire quelquefois s'est rompu le col. Mais t'es forte fièvre cartaine, dit le marchand, lourdeau, sot que tu es. Benoît, monsieur, dit Panurge, vous vous échauffez dans votre armoire, à ce que je vois y connaît. Bon, eh bien, tenez, voyez là votre argent. Panurge, ayant payé le marchand, choisit de tout le troupeau un beau et grand mouton, et l'emportait, criant et bêlant, voyant tous les autres et ensemblement bêlant et regardant quelle part on menait leurs compagnons. Cependant le marchand disait à ses moutonniers, « Oh, qu'il a bien su choisir le chaland, ici en temps. Vraiment, oh, le bon vraiment, je le réservais pour le seigneur de Cancale, comme bien connaissant son naturel, car de sa nature il est tout joyeux et baudi quand il tient une épaule de mouton en main, bien séante et avenante, comme une raquette gauchère, et avec un couteau bien tranchant. Dieu sait comment il s'en escrime. » Soudain, je ne sais comment, le cas fut subit, je n'eus le loisir de le considérer. Panurge, sans autre chose dire, jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les autres moutons, criant et bêlant en pareille intonation, commencèrent soit à jeter et sauter en mer après à la file. La foule était à qui premier y sauterait après leurs compagnons. Possible n'était les en garder, comme vous savez être du mouton naturel, toujours suivre le premier, quelque part qu'il aille. Ainsi le dit Aristoteles, liber novus de historia animalium, être le plus sot et inepte animal du monde. Le marchand, tout effrayé de ce que devant ses yeux périr voyait et noyait ses moutons, s'efforçait les empêcher et retenir de tout son pouvoir, mais c'était en vain. Tous à la file sautaient dedans la mer et périssaient. Finalement, il en prit un grand effort par la toison sur le tillac de la nef, cuidant ainsi le retenir et sauver le reste ainsi conséquemment. Mais le mouton fut si puissant qu'il emporta en mer avec soi le marchand et fut noyé en pareille forme que les moutons de Polyphème, le borgne cyclope, emportèrent hors la caverne Ulysse et ses compagnons. Autant firent les autres bergers et moutonniers, les prenant une par les cornes, l'autre par les jambes, l'autre par la toison, et jusque tous furent pareillement en mer, portés et noyés misérablement. Panurge, à côté du fougon, tenant un aviron en main, non pour aider les moutonniers, mais pour les empêcher de grimper sur la nef et évader le naufrage, les prêchait éloquemment, comme si fût un petit frère Olivier Maillard ou un second frère Jean Bourgeois, leur rencontrant par lieu de rhétorique les misères de ce monde, le bien et l'heure de l'autre vie, affirmant plus heureux être les trépassés que les vivants en cette vallée de misère, et à chacun d'eux promettant ériger un beau cénotaphe
et sépulcre honoraire au plus haut du mont Cenis. À leur intention. Et à ce retour de Lanternois, l'Europe tend, ce néanmoins, en cas que vivre encore entre les humains ne leur fâchât, et noyer ainsi ne leur vint à propos, bonne aventure et rencontre de quelques baleines, laquelle, au tiers jour subséquent, les rendit sains et saufs en quelques pays, de rêve et de satin, à l'exemple de Jonas. And we're going to finish with a quote from a lovely piece, from a story which is shared between the south of England and Brittany, the legend of King Arthur and the Knights of the Round Table. This is the story of Tristan and Isolde. The French say Tristan et Isolde. The writer is Chrétien de Troyes, who is very early, 12th century. So we have to hear him in modernized French, unfortunately. The other thing I should say is that I transcribed this a few years ago because there is no standard text. This is a translation of the 12th century work, so I apologize for the others. But it is very beautiful, I think. So I leave you with this ancient story told by Chrétien de Troyes. Until next week. À la prochaine. Vous plairait-il, gentes dames, mes seigneurs, d'écouter une histoire qui bellement raconte et l'amour et la mort, l'histoire de Tristan et de la reine Iseult. Écoutez donc comment, à grand-peine, à grand deuil, ils furent pris d'amour, et comment vint la mort un même jour, de lui à elle, et d'elle à lui. Jadis, régnait encore Noailles le roi Marc. En pleine guerre, il vit arriver Rivalène, le roi de l'Aunois, qui franchissait la mer pour lui porter secours. Par l'épée, le conseil, comme eût fait un vassal, il servit en fidèle, si bien qu'en récompense, il reçut du roi Marc pour épouse sa sœur, la très douce et très belle blanche fleur, qu'il aimait d'un merveilleux amour. Il l'épousa au vieux château de Tintagel. Mais quelque temps après les noces, la nouvelle survint. Le duc Morgane, l'ennemi de toujours, pillait le Launois, ses bourgs, ses champs, ses villes. Rivalène équipa ses nefs hâtivement. Vers sa terre lointaine emmena Blanchefleur, avec l'enfant qu'elle portait. À Canoël, son château, il remit la reine en sauvegarde au maréchal Rohalt, que pour sa loyauté, tous nommaient joliment Rohalt le foie tenant. Ensuite, Rivalène rassembla ses barons et quitta Blanchefleur pour soutenir sa guerre. Il ne revint jamais. Rohalt fit de son mieux pour la réconforter. Son enfant vint au monde, un fils qu'elle embrassa. « J'ai si longtemps, mon fils, désiré de te voir, dit-elle. Puisque tu es venu par tristesse ici-bas, tu auras nom Tristan. » Rohalt le foie tenant recueillit l'orphelin. Il éleva Tristan avec ses propres fils. Rohalt lui enseigna la haine du mensonge, de toute félonie, à secourir les faibles, tenir la foi jurée. Tristan apprit aussi les divers arts du chant, et la harpe, et la chasse. Or, un jour de malheur, toute sa joie fut morte, quand ayant attiré Tristan sur leur bateau, des marchands de Norvège emportèrent l'enfant comme une belle proie. Mais c'est vérité vraie. Tous les marins le savent. La mer porte à regret les navires félons et ne veut pas aider au rapt ni aux traîtrises. Quand l'équipage aperçut dans la brume un pays hérissé d'abrupts et de récifs, où les vagues voulaient écraser leurs navires, ils firent donc le vœu de libérer leurs prisonniers et préparèrent une barque pour le porter vers le rivage.
la barque de Tristan arriva jusqu'au sable d'une grève où venait sourire le flot calme. À grand effort, Tristan monta sur la falaise, aperçut les vallons d'une lande déserte, et au-delà sans fin la forêt, aperçut un superbe château. Tintagel. Béni soit Tintagel, et béni soient ses hôtes. Ah, Seigneur, c'est là que jadis, à grande joie, son père Rivalen avait pris Blanchefleur pour femme. Mais le pauvre Tristan l'ignorait. Il sied à tout conteur qui veut plaire, gens de dames, mes seigneurs, d'éviter les trop longs récits. Car la matière de ce conte est si belle et diverse que rien ne servirait de l'allonger, que vous dirais-je. Après avoir erré par les mers, les pays, Rohalt, le foie tenant, aborda en Cornouailles. Il retrouva Tristan. Il montra au roi Marc l'escarboucle donné par lui à Blanchefleur, jadis, comme un présent nuptial. Et il dit ces mots. Roi Marc, celui-ci est Tristan de Launois, le fils de Rivalen, le fils de Blanchefleur, et donc votre neveu.